Je sais que c'est pas vraiment le moment de parler de ça, mais est-ce que je pourrais passer lundi à votre bureau pour parler de cette attaque de requin? Ouais, pas de problème. Sortez de l'eau! Sortez de l'eau! Mais sortez de l'eau! Mais sortez! Sortez de l'eau! Vous en avez pas marre de ces boissons qui vous détruisent la santé? Alors jetez ces conneries pleines de sucre et de taurine pour profiter d'eux. Oli. Bah ça rendait mieux dans ma tête. Il vous suffit d'un peu d'eau, un peu de poudre fournie par Oli et non par l'inconnu en bas de chez moi, et vous avez plus qu'à remuer au shaker, pas à la cuillère, pour obtenir une boisson rafraîchissante, peu calorique et surtout très goûtue. Pour varier les plaisirs, Oli c'est pas une gamme, ni deux gammes. Bon, va à l'essentiel. C'est 3 gammes de boissons avec Oli Energy et sa New Caf qui évite le crash post-caféine, Oli Iced Tea et ses bienfaits antioxydants, ou encore pour ceux qui, comme moi, adorent le running. Ouais, enfin, pas en ce moment parce qu'avec l'été il fait trop chaud. Et puis l'hiver il fait trop froid. Bon bref, pour les sportifs, il y a Oli Hydratation dont la formule unique à base d'électrolytes et minéraux permet une meilleure récupération. Personnellement, j'adore le goût Strawberry Kiwi. Un pot comme celui-ci équivaut à 25 litres de boisson. Donc ce petit truc ne prend pas de place et remplace 25 bouteilles en plastique de 1 litre, ce qui va faire du bien à la planète, mais aussi à votre porte-monnaie. Surtout qu'avec le lien en description et le code La Suite de Trop 5, vous avez en plus 5 € de réduction immédiate sur votre première commande. Les Dents de la Mer 3 est un film américain sorti en 1983 et le 3e film de la saga Les Dents de la Mer qui débute en 1975 avec ce chef-d'œuvre absolu de Steven Spielberg que l'on ne présente plus. Mais on va le présenter quand même. Avec son grand requin blanc semant la panique dans la petite station balnéaire d'Amity jusqu'à ce que le chef de la police Martin Brody ne le prenne en chasse, le long métrage marqua aussi bien les esprits que le cinéma, celui-ci étant considéré comme le premier blockbuster de l'histoire, même si pas vraiment, enfin ça dépend du sens accordé au mot blockbuster. Premier ou pas, son influence dans l'industrie cinématographique fut considérable, tant au niveau des gros studios avec des films comme Les Dents de la Mer partie 2, dont le grand requin blanc sème la panique dans la petite station balnéaire d'Amity jusqu'à ce que le chef de la police Martin Brody ne le prenne en chasse, C'est original. qu'au niveau des productions plus modestes, voire carrément fauchées avec celle de Roger Corman, avec en tête Piranha de Joe Dante, le même Joe Dante qui réalisa par la suite le méconnu Gremlins, le même Joe Dante qui fut pressenti pour réaliser Les Dents de la Mer 3 à l'époque où le projet s'appelait encore Jaws 3 People Zero. Coïncidence? Certainement. Au cas où le cigare n'est pas assez explicite, ce 3e opus devait être une parodie de ses prédécesseurs. Une idée visiblement guère appréciée par Steven Spielberg qui débarqua aussitôt dans le bureau des producteurs en leur demandant Vous avez vos capotes? Merde, c'est pas le bon extrait. Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que vous me chantez? C'est ainsi qu'Universal mit fin au projet, refusant que la saga ne tombe dans la parodie. Oh bah oui, ça aurait été dommage. Les Dents de la Mer 3 nous plonge dès les premières secondes, bon déjà sous l'eau évidemment, mais surtout dans la peau du requin. Il nage pépouze entre les poissons et le générique, avant de jeter son dévolu sur un mérou visiblement dépourvu d'instinct de survie. Pendant ce temps à la surface, des skieurs répètent leur figure, enfin ils essayent quoi, sans se douter du danger qui rôde. Heureusement pour eux, le requin prépare son body summer et se contente de les suivre dans le lagon d'un parc aquatique sous le regard de Calvin Bouchard, propriétaire des lieux. Comme le hasard fait bien les choses, Ou pas. il se trouve que Michael Brody, fils du héros emblématique des premiers films, travaille justement dans ce parc avec sa femme Catherine. Mais ce n'est pas tout puisqu'ils sont rejoints par Sean Brody qui semble très heureux de voir son frère et encore plus de retrouver sa belle-sœur. La famille c'est important. Rien de tel qu'une bonne bière pour fêter leur retrouvailles, mais Sean a rapidement d'autres projets. Chaud comme un camion à churros, il aperçoit une certaine Lorraine qui à l'époque n'avait pas encore rencontré George McFly et qui se faisait appeler Kelly. Quelle histoire. Bref, le mec Lacoste sans son pauvre survêt
Lacoste, mais ne vous fiez pas à son air cavalier, car derrière le cow-boy se cache un petit cœur sensible, capable d'exprimer ses sentiments en toute subtilité. Ma braguette est ouverte. N'en dis pas plus. Un commentaire, Kelly ? Elle est bonne! Au même moment, deux inconnus, deux anonymes plongent dans les eaux sombres du lagon et se font attaquer par le requin. Étonnant. En bon professionnel, ils dévorent également le bateau pneumatique pour ne laisser aucune trace. Le lendemain, Mike est un peu chafouin, l'un de ses employés manque à l'appel. Alors loin de moi l'idée de le défendre, mais pour le coup il a une bonne excuse, il est mort. Ni une ni deux, Mike et Katou sautent dans leur Yellow Submarine et partent explorer... Oui bonjour Jacqueline, oui bonjour. Et partent explorer les fonds marins pour tenter de le retrouver. Alors qu'ils déambulent et font des bulles sous l'océan, le requin passe à l'action, mais ça va, ils le vivent bien. Ils attendent Pépouze leur ami les dauphins, puis prennent la fuite en s'agrippant à leurs nageoires. Aussitôt mis au courant, Calvin vient inspecter la situation avant que Philippe ne propose de tuer la bête devant les caméras pour attirer les médias. Et qui c'est celui-là? Ah oui pardon, ce monsieur n'est ni plus ni moins que le célèbre Philippe Fitzroy. Avec un R majuscule. J'aurais plutôt dit un F. Toujours est-il que son idée ne fait pas l'unanimité, notamment auprès de Katou qui leur propose plutôt de le capturer pour l'apprivoiser. C'est stupide. Exactement Mike, tellement stupide que c'est la solution choisie par les scénaristes. Par contre, va falloir changer de t-shirt. Et comme la bêtise n'a aucune limite, tout ce beau monde part à la pêche aux gros poissons une fois la nuit tombée. Alors évidemment, on ne voit pas grand chose, mais en gros Katou se fait attraper par la bouteille, ce qui ne l'empêche pas d'administrer l'anesthésion au requin avant que celui-ci ne soit mis hors de l'eau. C'est le grand jour, à défaut du grand écart, le parc ouvre enfin ses portes. Pour l'occasion, même les orques sont sortis de l'eau pour accueillir les visiteurs qui se ruent vers le bassin du grand requin blanc. Alors attendez, niveau sécurité là ça se passe comment? Je ne veux pas paraître tatillon, mais disons que si Titou en touche le gros poisson, ça peut lui coûter un bras. De toute façon, personne n'aura le temps de le faire, puisque la maquette semble avoir un petit problème de flottaison. Catherine essaye tant bien que mal de le maintenir en vie, mais c'est loupé. Oh bah ça valait la peine de le capturer. Déçus de ne plus pouvoir admirer le requin, les visiteurs se rendent dans le royaume sous-marin, un réseau de tunnels posé au fond du lagon où ils pourront se faire attraper par des tentacules, Influence japonaise. admirer des incrustations dégueulasses ou, avec un peu de chance, croiser le cadavre du plongeur de tout à l'heure. Démasqué par cette découverte, le vrai requin décide de passer à l'action aux yeux de tous. Et ça tombe bien, car au même moment, Kelly a une folle envie de bateau tamponneur. Quelle idée. Sean n'est pas trop chaud, encore traumatisé par ce qu'il a vécu dans le film précédent, mais il se laisse convaincre. Tu es sûr qu'il va rien nous arriver? Non, t'inquiète. Ah bah si, finalement. En même temps, tout cul tendu. Enfin bref, heureusement le requin blesse légèrement Kelly avant de prendre la fuite, sans doute effrayé par le plat de Philippe Fitzroy qui vient à leur rescousse. Néanmoins, le gros poisson n'a pas dit son dernier mot, il s'attaque à un premier groupe de skieurs, mais ne les bouffe pas, puis à un second, mais ne les bouffe pas non plus, avant de faire chavirer des baigneurs, mais là encore, il n'en croque aucun. Il est végétarien en fait. Comme personne ne peut le stopper, il fout la pagaille dans le royaume sous-marin. C'est la caca dans les tunnels, mais fort heureusement les techniciens comprennent qu'il y a un problème en voyant toutes ces loupiottes clignoter, Ah c'est un métier. et s'empressent de fermer les portes étanches. Face à cette situation chaotique, Philippe propose d'attirer lui-même le requin dans l'un des tuyaux de filtrage du parc et de l'enfermer dedans. Étonnamment, le plan se déroule sans accroc, enfin presque, puisque la créature ne fait qu'une bouchée du plongeur tandis qu'à la surface tout le monde le cherche, mais personne ne sait où il se cache. Mike et Catherine en profitent pour réparer les tunnels endommagés du royaume sous-marin, sans se douter que leur tranquillité sera de courte durée. En effet, le poisson utilise sa queue pour tordre le métal, Moi j'y arrive pas. et s'enfuit du conduit en passant la marche arrière. Ce dernier s'attaque à nos deux héros et les poursuit jusque dans le sas, puisqu'il a visiblement une dent contre eux. Heureusement, ils rejoignent Calvin sain et sauf au PC sécurité du parc afin d'assister à la scène la plus immonde du film. La scène la plus immonde pour l'instant. Avec une telle vitesse, le requin.png brise la vitre et ouvre grand la gueule pour leur montrer sa belle dentition. C'est là, entre la canine et la prémolaire, que Mike aperçoit le cadavre de Philippe qui lui tend gentiment une grenade. Aussitôt, il la dégoupille et fait exploser la maquette une fois, deux fois, trois fois, adjugé vendu, nous offrant le plan le plus immonde du film. Le plan le plus immonde pour l'instant. Oui, enfin, il ne reste plus beaucoup de temps pour faire pire, puisque Mike et Catherine remontent à la surface et oh putain si finalement on a trouvé pire. Et sur ce freeze frame qui résume à lui seul les qualités du film, c'est la fin des Dents de la Mer 3. Mais qu'est-ce que j'aime ce film. Alors ne vous méprenez pas, évidemment que Les Dents de la Mer 3 a pleinement sa place dans cette chronique, mais c'est justement pour cette raison qu'elle occupe une place particulière dans mon cœur. Elle n'est pas simplement une suite de trop, c'est LA suite de trop, celle qui devait inaugurer cette folle aventure, mais finalement non, et vu ce que j'avais écrit, c'est pas plus mal. Je me souviens de l'été dernier, puis de l'été dernier, puis de l'été dernier, puis de l'été dernier, et enfin de cet été 2019 où, assis sur la jetée des Salins, une indomptable envie de partager avec vous mon amour pour
pour le cinéma m'envahit. Quand soudain me vint une idée, Ce qui m'arrive pas souvent. celle de la suite de trop. Et je n'ai eu qu'à lever les yeux pour trouver mon premier sujet, et puisque Face à la mer, j'ai tout de suite pensé à Calogero et Passy, puis à ce film à cause duquel je n'ose pas nager jusqu'au bouée, Les Dents de la Mer. 4 minutes. C'est le temps qu'il aura fallu pour créer en moi ce traumatisme. 4 petites minutes qui à elles seules condensent tout le génie de ce chef-d'œuvre qui nous offre un véritable moment d'anthologie du cinéma. S'ouvrant sur un groupe hippie, Mon Dieu, vivre dans l'urine. C'est affligeant. non, un groupe hippie, le film prend le temps d'introduire ses personnages. Un sourire, un prénom, une jambe en l'air, cette multitude de petits détails les humanise et crée une sympathie certaine auprès du spectateur qui profite de cette douce nuit d'été grâce à ces sublimes panoramas, sans se douter du danger qui rôde sous la surface. Et soudain, l'effroi. Nous assistons impuissants à cette scène d'une rare violence, jusqu'à ce que la femme disparaisse dans les profondeurs. Oui, merci, on a des yeux quand même, hein. Désolé, mais il est inévitable d'analyser cette séquence pour comprendre toute la maestria des Dents de la Mer en matière de tension. Entre cette volonté d'impliquer émotionnellement le spectateur et celle d'instaurer un sentiment de quiétude, le film accentue ce suspense insoutenable ainsi que l'impact horrifique de son dénouement. Oh, ce que j'ai eu peur. Moi aussi j'ai failli mouiller ma culotte, madame, surtout lors de ce plan culte qui, au-delà du choix de la caméra subjective, souligne l'importance de la musique, oui la musique. Déjà la clé de l'amour, de l'amitié, elle est ici celle de l'anxiété. Et pour ça, nul besoin d'une harmonie complexe, 2 notes suffisent. 2 notes montent en crescendo pour battre à l'unisson avec le cœur du spectateur, témoin de cette angoisse grandissante et de la virtuosité du légendaire John Williams dont les compositions accompagnent les meilleurs films de Steven Spielberg, mais aussi Le Bon Gros Géant, et plus largement des œuvres marquantes du 7e art. Les plus cultivés d'entre vous auront reconnu dans cette partition les motifs présents dans l'ouverture du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, Évidemment. tandis qu'elle évoquera aux amoureux du cinéma les compositions de Bernard Herrmann dans les films d'Alfred Hitchcock. Vu l'impact de cette séquence dans l'histoire du cinéma, il n'est guère étonnant que celle-ci soit reprise dans Les Dents de la Mer 3, mais la comparaison avec son aîné s'arrête là. Simple enchaînement de plans filmés au Sicorium du Gros du Roi, la mise en scène ne s'attarde ni sur l'ambiance, ni sur sa première victime. Ainsi, difficile de ressentir une quelconque empathie pour Smearou, Il avait peut-être une famille pourtant. et encore moins une quelconque tension malgré la musique efficace d'Alan Parker, qui certes relève du plagiat, mais bon vu le niveau global on s'en contentera. Différentes dans leurs approches, ces séquences d'ouverture résument à elles seules la première partie de chaque film, celle-ci pouvant grossièrement se résumer à une série d'attaques. Des attaques qui dans Les Dents de la Mer renouvellent constamment cette atmosphère oppressante, et ce malgré une construction narrative identique, preuve de l'efficacité du scénario écrit par Carl Gottlieb, qui au passage s'attribue un petit rôle, et par Peter Benchley qui s'initie l'adaptation de son propre roman paru l'année précédente. Outre la diversité des situations, ces scènes se jouent de nos attentes en multipliant les fausses pistes, parfois avec subtilité et parfois moins, et ce jusqu'à ce dénouement où personne n'est épargné, pas même les enfants. Incapables de prédire qui sera la prochaine victime et quand le danger va surgir, Les Dents de la Mer nous renvoie à notre statut de simple spectateur. Véritable ascenseur émotionnel, chacune de ces attaques est un intense moment d'angoisse qui a de quoi nous rendre complètement marteau. Comme le requin. Bah non, c'est un grand blanc. Autant pour moi. Un grand requin blanc en quête constante de sa prochaine proie, guidé par sa faim insatiable. Synonyme d'une mort certaine dans un déchaînement de violence, sa simple présence réveille en nous une peur bleue qui n'aura de cesse de monter crescendo. Cette menace se dévoile peu à peu, avec par moments des plans qui, encore aujourd'hui, me glacent le sang, renforçant l'efficacité de sa première apparition. Il nous faudrait un plus gros bateau. Et moi un autre slip. Parfois imposée par des contraintes techniques, les animatroniques n'ayant visiblement pas aimé l'eau salée, cette mise en scène n'est qu'une preuve supplémentaire du savoir-faire indéniable de son réalisateur. Un savoir-faire qui aujourd'hui n'est plus approuvé tant Steven Spielberg nous a offert une multitude de grands films au point que je suis obligé d'étirer cette phrase déjà bien trop longue uniquement pour vous illustrer au maximum mon propos, ou sinon aller voir sa fiche hallucinée sera plus simple. Mais à l'époque, celui-ci avait de quoi surprendre au regard de sa faible expérience. Et pourtant, il suffit de s'attarder sur l'une de ses œuvres précédentes pour être frappé par sa maîtrise en matière de suspense, une œuvre qui m'aura marqué au fer rouge, et qui dit rouge, dit duel. En plus de ces plans typiques du cinéaste qui débute par une action pour s'achever sur une autre, Spielberg nous immerge dans la peau de ses personnages afin de nous partager leurs craintes face à ce danger invisible. Que ce soit par des choix de réalisation comme l'alternance des plans fixes sur les potentielles victimes ou les prises de vue subjectives, des cadres brillamment composés pour attirer l'attention du spectateur sur des zones précises de l'écran ou par le rythme intense imposé par le montage diablement efficace de Verna Fields, chaque séquence possède sa propre tension sans cesse renouvelée et faisant des Dents de la Mer un monument du cinéma à suspense. Non content de ponctuer ces séquences par un dénouement sublimement effroyable, tantôt avec cette parfaite symbiose entre la musique et la mise en scène, tantôt avec une déconcertante brutalité, le réalisateur l'enrichit d'un plan qui marquera à jamais l'histoire, celui du travelling compensé et également appelé travelling contrarié. Il est un peu susceptible. En compensant le travelling de la caméra grâce à l'utilisation du zoom,
les éléments au centre du cadre restent inchangés tandis que l'arrière-plan subit des déformations de perspective. Cet effet retranscrit ici toute la terreur s'emparant du chef Brody et la communique aussitôt au spectateur. Vous en avez déjà vu des comme ça? Désolé Matt, mais oui, car bien que popularisée par les Dents de la Mer, cette technique a été utilisée dès 1958 par le maître du suspense Alfred Hitchcock dans son film Sueur froide, d'où le fait qu'il soit parfois appelé l'effet vertigo. Un effet exploité depuis à maintes et maintes reprises pour transmettre des émotions par l'image, à de rares exceptions près. Bref, je pourrais vous parler des Dents de la Mer pendant des heures, alors que 2 minutes suffiront pour ce troisième opus. À l'image de son introduction, les attaques marquent l'union émouvante entre la stupidité du scénario et la médiocrité de la réalisation, pour le meilleur. Et surtout pour le pire. Celles-ci ne sont qu'une succession de péripéties expéditives moins palpitantes qu'un épisode de Flipper le Dauphin, la faute à ce requin qui n'est clairement pas le poisson le plus oxygéné du lagon, et la bêtise de ses victimes qui prouve que la sélection naturelle a parfois du bon. Un constat qui a de quoi surprendre lorsqu'apparaît les noms de Carl Gottlieb, pour rappel scénariste des Dents de la Mer, et surtout celui de Richard Matheson, notamment connu pour être l'auteur du roman Je suis une légende, ainsi que de la nouvelle Duel, cette même nouvelle qu'il adaptera pour le long-métrage éponyme réalisé par Steven Spielberg. Coïncidence ? Jamais Richard Matheson n'arrive à insuffler dans ce scénario la même tension que dans ses scripts passés, et ne comptez pas sur la réalisation de Giles pour relever le niveau. En effet, ce dernier n'a pas de pétrole, mais il n'a pas d'idée non plus vu la fadeur de ses séquences sans originalité dans le cadrage, la composition à l'image ou tout simplement le mouvement. Banal enchaînement de plans expéditifs, ce qui vu leur contenu n'est pas trop grave, il se contente de filmer l'action sans apporter le moindre sens à sa mise en scène. Usant de plans larges pour ensuite réemployer la caméra subjective, Giles dévoile le requin sans se soucier d'une quelconque cohérence dramaturgique, démystifiant davantage cette menace qui avait tant su terrifier le spectateur. Alors ajoutez à ça un dénouement dénué du moindre frisson, et vous obtenez des attaques bien moins effrayantes qu'un épisode d'Angela Anaconda, même si j'avoue que la barre est haute. De ce fait, la réalisation des Dents de la Mer 3 est certainement la plus pauvre qu'il m'ait été donné de voir dans une suite de trop. Et pourtant, il y a du level. Même la réalisation de Silent Hill Révélation, certes très mauvaise, et encore je reste poli car merde, ça c'est pas Silent Hill, c'est juste un délire chelou refoulé. Enfin bref, aussi nul à chier soit-elle, cette réalisation tente d'instaurer une ambiance en utilisant différentes techniques comme des plans d'exposition, des ralentis, un travelling compensé ou encore des déformations de l'image, des techniques totalement absentes des Dents de la Mer 3. Ça m'a impressionné. Je dois dire que moi aussi Katou, j'ai été impressionné par un tel niveau d'amateurisme qui va bien au-delà d'une simple question d'inspiration, puisque le film est également bourré d'erreurs techniques comme sa mise au point désastreuse qui parfois ne focus pas le bon comédien. Vu le résultat, je me demande sincèrement si le fait d'engager un chef décorateur de métier dont la seule interaction avec une caméra fut en tant que réalisateur de seconde équipe sur les 2 précédents Dents de la Mer était un choix judicieux. Bah non. Certes, l'expérience n'est pas toujours gage de qualité, enfin je veux dire certains multiplient les réalisations mais sont toujours aussi mauvais, mais il est indéniable que Giles n'avait ni les connaissances ni le talent nécessaire pour porter à l'écran un tel projet. On l'embrasse d'ailleurs. Et pourtant, à l'instar de son prédécesseur, certains plans rentreront dans la légende du cinéma, mais pas pour les mêmes raisons. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est de la merde, à l'image du reste des effets numériques qui n'ont clairement pas été réalisés par ILM, société fondée par George Lucas en 1975. Ça on avait deviné. Confié à Praxis Filmworks, leur rendu catastrophique n'est finalement que le reflet d'une post-production chaotique marquée par les décisions aberrantes du producteur Alan Landsberg, comme celle de changer de technique pour CFX à seulement quelques semaines de la sortie du film, le tout évidemment sans octroyer le moindre budget supplémentaire, puisqu'Alan n'est pas riche. Cette volonté d'imposer le numérique est d'autant plus regrettable que des alternatives avaient été envisagées, comme celle d'animer un requin en stop motion brièvement visible sur ce plan, voire existait déjà comme cet impressionnant animatronique qui répondait au nom de Bruce 3. Bruce est grand, Bruce est fort, mais Bruce n'est pas tout puissant. Certes il avance, certes il recule, mais comment veux-tu qu'il ne soit pas ridicule vu la rigidité de ses mouvements une fois à l'écran. Malgré cela, ainsi que le fait d'avoir mon ami Joe derrière la caméra, ce qui est quand même un sacré handicap j'en conviens, nul doute que son utilisation à la place de ce truc n'aurait pu rendre cette apparition que plus réussie. En même temps, difficile de faire pire. Que ce soit pour ne pas faire fuir les visiteurs loin de la petite ville d'Amity ou pour les attirer au sein d'un parc aquatique, ces attaques engendrent les mêmes préoccupations et par conséquent les mêmes conséquences, la traque de ce tueur sans pitié. Une traque au gros poisson qui dans les Dents de la Mer multiplie les affrontements irrespirables, preuve supplémentaire, s'il en fallait une, de cette intelligence d'écriture qui n'a d'égal que celle de la mise en scène, et ce jusqu'à un ultime face-à-face explosif. Pourtant, malgré ses péripéties haletantes, cette seconde partie est avant tout une histoire d'homme avec un haut
majuscule. 3 hommes unis par un but commun, mais motivés par des raisons différentes. Ainsi, on embarque avec le chef de la police, Martin Brody, héros de ce récit auquel le spectateur peut s'identifier, Matt le scientifique dont les interventions apportent de la crédibilité à ces événements, et enfin Quint. Alors ce n'est pas le plus romantique du groupe, ni le plus humble, ni le plus tempérant. Bon, c'est un connard. Mais un connard bien utile, puisqu'il n'en reste pas moins un pêcheur aguerri dont les échecs répétés pour capturer le requin ne feront qu'accentuer la menace hors norme qu'il représente. Entre la pression constante face à cette menace imprévisible et le caractère acariâtre de certains, on ne peut pas vraiment dire que la croisière s'amuse, et encore moins le scientifique. Certes, parfois Matt se fait des films, mais il est vrai qu'il est régulièrement la cible des excès de colère du pêcheur qui, de son côté, ne semble pas perturbé par cette ambiance pesante. En même temps, la pression Quint, il la boit, ce qui l'aidera à ouvrir son cœur pour leur partager ses blessures et ses faiblesses, et pas qu'à demi-mot, ni à demi-mour, puisque de toute façon elle joue pas dans le film. Véritable moment suspendu qui aura marqué l'histoire du cinéma, même si on sait tous que c'est pas le meilleur. Ce monologue instaure une atmosphère pesante au milieu de la nuit noire, prouvant par de simples mots que rien n'est aussi effrayant que notre imagination. Au-delà de ses qualités d'écriture, si cet instant aura tant retenu en haleine le spectateur, c'est indéniablement grâce à la performance remarquable de Robert Shaw que vous connaissez sans doute comme étant le tueur qui voulait envoyer de bons baisers à James Bond, mais c'est lui qui finalement se fera baiser. Ok, donc la subtilité on oublie. Plus généralement, les 3 hommes semblent habités par leur rôle et contribuent incontestablement à la caractérisation des personnages, que ce soit Richard Dreyfuss, rien à voir, il est fils unique, qui par la suite tourna de nouveau pour Spielberg et un 3e type, ou bien évidemment Roy Scheider qui avant d'être muté à Amity travaillait dans les stupes à New York et dont le talent m'a ébloui dans le convoi de la peur. Merci. De rien mon poulet. Malheureusement, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que ce trio ne fait pas son retour dans Les Dents de la Mer 3. De ce fait, oubliez Richard, déjà absent dans le 2e opus car il n'avait pas envie, oubliez Robert, absent également car il est mort, et surtout oubliez Roy qui a accepté le rôle d'entonnerre de feu pour être sûr de ne pas être contacté. Après, juste dire non c'était possible aussi. Par conséquent, le spectateur découvre un tout nouveau casting qui n'est clairement pas à la hauteur du précédent. Et encore c'est un euphémisme tant l'ensemble des acteurs semble totalement en roue libre. Dans leurs réactions comme dans leurs interactions, ceux-ci tombent constamment dans un surjeu frôlant avec l'amateurisme. Si ce constat est loin d'être surprenant pour une partie du casting, il est néanmoins pour Louis Gossett Jr., dont le talent venait d'être récompensé par l'Oscar du meilleur second rôle masculin, ou encore pour Dennis Quaid. Révélé en 1983, pas avec Les Dents de la Mer évidemment, il démontre aux yeux du monde qu'il a l'étoffe d'un grand acteur et n'aura de cesse de le confirmer par la suite, notamment dans L'Aventure intérieure, film produit par Steven Spielberg et réalisé par Joe Dante, le même Joe Dante dont je vous parlais tout à l'heure. Coïncidence ? Ta gueule. Vu le décalage entre ses performances futures et celles dans ce film, je me demande sincèrement si la pauvreté abyssale de jeu est pleinement la faute de son interprète. Bah c'est pas la mienne. Oui d'accord, mais force est d'admettre qu'il doit être compliqué de construire un rôle avec un script aussi médiocre. De par ces situations dont la stupidité n'a d'égal que celle des dialogues, chaque interaction manque cruellement de sincérité, de spontanéité, d'intelligence, bref de beaucoup de choses, mettant ainsi en évidence la bêtise de ses protagonistes. Et ne comptez pas sur les intrigues secondaires pour leur apporter un peu de matière, celles-ci ne servant qu'à combler le vide laissé par l'histoire principale sans pour autant les rendre plus palpitantes, exception faite lors de cette séquence qui a le courage de poser une question existentielle. Est-ce que c'est mon beeper ou ton beeper? Et dire qu'on n'aura jamais la réponse. Alors ajoutez à ça une mauvaise direction d'acteur de Joe Halves que je ne peux que présumer, mais bon vu sa direction globale je prends pas beaucoup de risques, et vous obtenez des séquences flirtant dangereusement avec le nanardesque. Finalement, la seule chose que je retiens de ce casting, c'est l'apparition de Willem Dafoe. C'est pas lui. Ah oui, bah finalement, la seule chose que je retiens de ce casting, c'est le personnage de Philip Fitzroy. Avec un R majuscule. Philippe est beau, en grande partie grâce au charisme de Simon McCordingale qui a de beaux cheveux, à défaut d'avoir une belle filmographie. Philippe est courageux, puisqu'il plonge seul pour capturer le requin, mais Philippe est mort. C'est la vie? Bah non, du coup. Une scène à côté de laquelle je ne pouvais pas passer, puisqu'elle est sans doute la plus marquante du film, enfin positivement je veux dire, parce que sinon... En plaçant sa caméra à l'intérieur de la gueule du requin, Joe Halves nous offre un intense moment d'horreur claustrophobique où le spectateur assiste avec effroi à cette mort lente et inéluctable. Une agonie dont l'efficacité se voit accentuée non pas par l'empathie envers le personnage, mais par la surprise d'assister à un tel moment d'angoisse au milieu de cette seconde partie guère palpitante. Malgré une tentative d'insuffler au film une dimension catastrophe... Comme s'il n'était pas déjà assez catastrophique.
catastrophique. Jamais cet aspect ne sera développé, et l'histoire se focalisant une fois de plus sur cette pêche au gros poisson tout aussi intéressante que les parties avec Big le chat dans Sonic Adventure. Vous voyez quelque chose? À vrai dire, pas vraiment, puisque cette chasse a lieu de nuit, souvent dans les profondeurs du lagon, avec un éclairage insuffisant, sans doute car le chef opérateur ne voulait pas davantage mettre en lumière la médiocrité de la mise en scène. C'est gentil de sa part. Que ce soit lors des attaques du requin ou lors de sa traque, jamais Les Dents de la Mer 3 ne parvient à retrouver le climat anxiogène de son prédécesseur. Mais finalement, est-ce son ambition? La question n'est pas là. Au contraire, Martin, tout est là. Connaître les intentions d'un film permet de comprendre bon nombre de ses choix, même les plus incompréhensibles, et pour ce troisième opus, un rapide coup d'œil sur la bande-annonce suffit. The third dimension is terror. Je l'ai traduit tout seul. Autant niveau terreur, on n'est pas très loin du train fantôme au Magic World d'hier les Palmiers, autant niveau troisième dimension... Bon, c'est pas fameux non plus. Néanmoins, à l'instar d'autres productions ayant contribué à ce regain d'intérêt aussi inexplicable qu'éphémère pour la 3D au début des années 80, son utilisation redéfinit ma perception vis-à-vis du long métrage, notamment en ce qui concerne la mise en scène. À travers ce prisme, certains choix de cadre de mouvement prennent sens, l'objectif de Drives n'étant pas de créer une atmosphère angoissante, mais plutôt d'effrayer le spectateur en essayant de le surprendre. Ah ça, c'est sûr, on a été surpris. Est-ce que le film est réussi? Non. Outre le fait qu'apporter une justification ne rend pas ces séquences meilleures, l'utilisation du procédé à révision 3D est aujourd'hui source de nombreuses lacunes techniques, la faute à une conversion en 2D catastrophique qui désagrège la netteté de l'image surtout sur l'extérieur du cadre, crée une aberration chromatique autour de chaque élément, écrase la profondeur de champ ou encore apporte beaucoup de grains, bref, le rendu est d'une très mauvaise qualité. Un constat d'autant plus regrettable vu le coût d'un tel procédé qui explique en grande partie ce budget 2 fois supérieur à celui du premier volet, enfin j'espère parce que sinon je vois pas où il est passé. Ah bah ça valait le coup. Et bien étonnamment, oui, car son absence nous aurait privé de ces effets de projection hilarants qui, au fil des années, contribuent à la renommée du film tant il apporte un peu de joie au milieu de cette succession de séquences soporifiques. Comme le Pokémon. Oui Romain, comme le Pokémon. Vous l'aurez compris, Les Dents de la Mer 3 possède sur le papier de nombreux points communs avec son prédécesseur. Et pourtant, une fois à l'écran, difficile d'entrevoir une quelconque similitude, mis à part le logo d'Universal, au point qu'un seul des deux est vraiment plaisant à regarder. Je vous laisse deviner lequel. Alors on pourra longtemps débattre en commentaire pour savoir laquelle de ces 3 suites est la plus mauvaise, et pourquoi c'est la 4e, mais aucune n'offre une expérience aussi atypique que celle des Dents de la Mer 3. Entre sa mise en scène, ou plutôt son absence de mise en scène sur laquelle Drives se sera cassé les dents, De la mer. ses péripéties aussi stupides que ses personnages et ses effets numériques complètement ratés, ce troisième opus est une œuvre qui a le mérite de marquer durablement les esprits, contrairement à bon nombre de films de requins aujourd'hui tombés dans l'oubli, même si certains ne lâchent jamais leur proie. Comme un pitbull. Mais au-delà du produit filmique, Les Dents de la Mer 3 occupera toujours une place particulière dans mon cœur, celle du film qui m'aura donné envie de me lancer dans cette incroyable aventure qui est la suite de Trop. Un grand merci d'avoir regardé cette suite de Trop. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout ça. Un grand merci également à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou sur YouTube. Je remercie également le partenaire de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite.